La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 80 knots. Check. La France de Tango Bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Rotate. Bonsoir, de gauche en attendant la France, en demandant. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Nora 401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro. Salut Nico. Salut, Ça va ce lundi soir? Oui, on est le 1er décembre. Bah oui, c'est la dernière ligne droite avant Noël. Et tu sais pourquoi j'aime bien le 1er décembre? Vas-y. Parce qu'il y avait encore 23 dodos jusqu'au 24. Ah oui, d'accord. Et les cadeaux, les maquettes, voilà, c'est ce genre de choses-là. Bonsoir à toutes et tous. Merci à vous d'être présents. Il y a déjà pas mal de monde. Bah oui. Évidemment, Céleste qui est là. L'équipe de modération, Julo 18, Philémon, ils sont fidèles au poste et on les en remercie de filer un coup de main à toutes les émissions. Oui, merci à eux. Hein. Merci à vous. Toujours présent. Hein. Et voilà, un revenant, Run to the Sky, qui est de retour parmi nous. 6 mois, tu m'as dit qu'il n'était pas là, hein, depuis 6 mois. Mais ça fait un moment, oui. Il y a Seth également qui est là, notre ami J'entends rien qui est là, Fingergold également. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette première émission donc, du mois de décembre. Écoute, hein, J'entends rien. Oui, il est là, il est connecté. Tu vois, il y a tout le monde qui salue, ils sont cordiaux dans ce chat. Hein. Merci à vous les amis. Bien évidemment, on salue toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Soyez les bienvenus dans la zone. Oui, sur un gros projet perso qui réclame pas mal de temps, d'où mon absence. Il n'y a pas de souci, hein. Pas de problème. En tout cas, on est content de te voir parmi nous. Et salut Ben Moll aussi qui vient d'arriver. Free Flight aussi, je crois que je l'ai vu se connecter. Enfin bon, ils sont tous là, ils sont tous en train de se connecter. On salue également celles et ceux qui se connectent sur le replay de YouTube. Puisque vous le savez, les émissions à J+14 sont diffusées en replay, accessibles sans problème sur YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si toutefois vous avez des questions qui n'ont pas été abordées pendant le direct, vous pouvez poser vos questions en commentaire, juste sous la vidéo. Vous cliquez, vous remplissez et évidemment on répond, on fait suivre sans aucun problème. Si vous voulez soutenir la zone aéro, vous savez comment faire. Vous avez ici en dessous de votre écran la petite cloche, vous cliquez dessus. Ça a pour effet à la fois d'activer les notifications, donc vous serez averti quand on fait des lives, mais en plus de ça, ça déclenchera le petit réacteur là. Ouais. Voilà. Et puis si en plus vous prenez un sub, soit Prime, soit comme vous voulez, ça déclenche la manche à air, voilà. Et ça vous donne accès à toutes les émissions. Allez-y, pour préparer mon Noël, là, me donner un courant d'air dans le cou. Là. Et sans pub en plus, ça vous évite toutes les pubs. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et je crois qu'il y avait aussi une semaine où vous pouviez offrir des abonnements aux uns ou aux autres. Il y avait un truc comme ça sur Twitch. Alors, j'ai gardé ma petite laine, hein, mais sinon j'ai mon uniforme. Hein. Parfait. J'ai gardé la petite laine. Hein, parce que... Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les replays, je vous rappelle que la dernière émission en date, c'est celle avec Pierre Buffet, qui était venu nous voir, commentateur de meeting aérien. Donc, si vous voulez voir un peu son parcours et sa vision de l'aviation et des meetings, allez faire un tour sur la page YouTube de la zone et vous trouverez le replay. Le prochain, ça sera mercredi, avec Jason, qui était venu nous voir et qui est donc copilote sur 777 Cargo, en Allemagne, émission très intéressante. Ah oui, je me souviens, avec les poussins. Oui, donc c'est à retrouver à partir de mercredi. Plus de 700 000 poussins. Hein. Oui, quelque chose comme ça. Voilà. C'est spécial. Allez, fait le calcul. Hein. C'est spécial. Voilà, évidemment, le chat vous est ouvert pendant toute l'émission pour poser vos questions à notre invité. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, on le dit souvent. On dépose le plan de vol ? Oui, on est là. Hein. Ouais. Oui. Allez, plan de vol de l'émission de ce soir. Vas-y, décolle. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Alors tu veux parler pyjama et claquettes ? Pas tout de suite, juste après. On fait déjà apparaître le plan de vol. Tac, il est là. Les actus du terminal, dans un instant, on en a 5 à vous partager ce soir, dont la petite rubrique actu comme d'habitude. Puis la séquence suivante, un visage dans les nuages. Alors on va être dans la continuité de ce qu'on a fait dans la zone aéro depuis quelques temps.
À savoir, on a parlé de la lutte contre les incendies, donc les feux de forêt. On a parlé de plein de choses. On avait reçu Delphine Grail-Dumas qui était donc, qui est toujours chef des moyens aériens de la sécurité civile. Elle nous avait bien renseigné. Hein. Voilà, donc on va continuer dans ce thème-là, puisque ce soir, c'est David Pincet, qu'on retrouvera tout à l'heure au bar de la zone aéro. Il a un gros passif dans l'aviation. Et puis, on va découvrir avec lui sa carrière et au travers, évidemment, de sa personnalité, on va faire un petit zoom sur le projet Inaero, la frégate 100 de Inaero, le futur des bombardiers d'eau. On en parle avec lui tout à l'heure et vous pourrez évidemment poser vos questions. On salue Togalok qui est arrivé, notre pilote d'A350. C'est un sacré challenge quand même de... Oui. Hein, parce que le Canadair, il faut le remplacer, c'est un avion mythique. Oui. Et on en parlera avec Pour l'avoir gardé jusque-là, il fallait que ce soit un très bon avion. Alors pour le déboulonner de son truc, il faut quand même... c'est bien, ça. Il faut relever les manches. On va en parler tout à l'heure, c'est le projet de Inaero. Et puis, évidemment, fin d'émission, la partie foire aux questions, remise de gaz, les 5 dernières minutes, on vous parlera aussi des 2 dernières émissions du mois de décembre, qui sont d'ores et déjà calées, et dont vous pourrez découvrir les contenus un petit peu plus tard. Voilà pour le programme. Voilà, des questions? Pas de questions? Allez. Voilà, c'est fait. Hop, on repousse le petit menu et on lance tout de suite l'actualité du terminal. L'actualité du terminal, news, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Voilà, allez, on est parti pour l'actu du terminal. Qu'est-ce que tu nous as mis là, comme photo là? Oui. Alors attends, hop, déjà ce qu'on va faire, est-ce que non, c'est pas celle-là, Il y a les minicams, voilà, elle est ici. On va déjà parler des Américains qui ne seront plus en pyjama et en claquettes dans les aéroports. Pourquoi? Parce que Sean Duffy, qui est secrétaire au transport, il a lancé une campagne qui incite les voyageurs à s'habiller avec respect. C'est ce qu'il demande, visant à bannir des pyjamas, des chaussons et des nu-pieds dans les aéroports pour encourager la courtoisie en cabine. Je savais même pas que ça avait été aussi loin. Visiblement. Il y a une vidéo qui est intitulée The Golden Age of Travel Stars with You. Il oppose des passagers élégants en passagers en tenue décontractée et ça suscite de nombreuses réactions assez ironiques. Les compagnies aériennes sont déjà dans la boucle puisqu'elles appliquent des règles vestimentaires. Il y a American Airlines par exemple qui exige une tenue appropriée. Il y a Delta qui peut refuser l'embarquement pour hygiène ou tenue inadaptée. Ça c'est réglé. Et Hawaiian Airlines qui interdit lui bikini et pieds nus. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont présentés en bikini à l'embarquement. Quand on voit les pubs des avions de ligne là, des années 50 et 60, on est vraiment très loin de ça. Quoi. Là, on est parti. Là, on est plus dans le même délire. Au Moyen-Orient, Saudia et Qatar Airways imposent des codes liés aux normes locales, ça peut se comprendre, tandis qu'en Europe, les low-cost se réservent le droit de refuser des vêtements qui peuvent être jugés provocants. Et malgré tout, sur le terrain, la réalité reste assez souple. À Heathrow, par exemple, survêtements et leggings dominent. Et il faut dire que les refus d'embarquement restent assez rares. Mais comme quoi, c'est un sujet qui existe. Oui, il est sur la table. Pour avoir pris l'avion, c'est vrai que j'ai vu certains personnages pas très... tu te demandes de ce qu'ils font là, quoi. Donc, alors, leur comportement et la façon dont ils s'habillent. Et puis, c'est... Voilà pour la première actu. On enchaîne et on va parler d'un recyclage original puisque la low-cost chinoise... Oui, c'est ça, Spring Airlines, non, je dis une bêtise, c'est pas ça, non, ça n'a rien à voir. Le recyclage donc original, c'est le stade de la Méno à Strasbourg, qui est l'emblème donc du Racing Club de Strasbourg, qui connaît une transformation jusqu'en 2026, puisqu'ils investissent un budget de 160 millions d'euros, qui met en avant l'innovation et le recyclage. La nouvelle tribune qui a été conçu par Populous et Ray de Crécy, va être habillé de 196 panneaux brise-soleil qui seront fabriqués à partir de sections d'Airbus A340 désaffectés. Donc ça va être sur le dessus du stade. Et ces avions proviennent de compagnies comme TAP ou Qatar Airways. C'est les Airbus qui ont été mis par terre là, hier ou avant-hier ? Non, c'est pas ceux-là.
Donc l'idée, elle est née pendant la pandémie de Covid-19 et elle vise à valoriser des matériaux aéronautiques qui sont souvent considérés comme des déchets, et tout en apportant de l'ombrage, une vue panoramique aux spectateurs. Les panneaux sont traités par Blocotella Steel Construction au Portugal. Avant l'installation sur la tribune, ça va être la tribune sud qui va être installée en premier. Et évidemment, il va y avoir 4050 m² de façade d'aluminium recyclée. Le stade incarne la transition écologique, parce que c'est ce qu'ils mettent en avant aussi, et accueillera 11 712 spectateurs dans des espaces modernisés avec bar, salon et party deck également. À terme, la capacité passera à 32 000 personnes. Et il faut savoir que ces A340 qui ont fourni leurs pièces étaient assemblés par Airbus entre 1991 et 2011 et ils ont évidemment été remplacés par des biréacteurs modernes plus performants, moins gourmands aussi, et avec seulement 70 exemplaires encore en service commercial, notamment chez Lufthansa, Swiss ou Manan Air. Le projet, qui fait aussi des émules, illustre un mariage original entre l'innovation technologique, la durabilité et la mise en avant aussi du patrimoine sportif. On verra ce que ça donne une fois que ce sera fini. Ce sera intéressant. Bah, c'est parce que les Romains, ils avaient fait, là, ils avaient pas recyclé des tissus de deltaplane, là, 340. Au Colisée, là, les Romains. Ils n'avaient pas mis des tissus, là. De deltaplane ? Non. Je pense pas. C'est jamais. Après, on va parler de cette news que vous avez tous suivi cette semaine avec les fameux A320 qui étaient immobilisés. Donc c'est Airbus qui a ordonné, suite à une directive de l'EASA, d'immobiliser temporairement sa partie de la flotte d'A320. Ça fait 6000 appareils dans le monde, suite à une alerte qui a été émise. L'objectif, c'était de vérifier la vulnérabilité aux radiations solaires qui peuvent affecter un calculateur qui contrôle la gouverne de profondeur. Et cette mesure fait suite à un incident qui est survenu le 30 octobre 2025, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, sur un vol de JetBlue qui reliait Cancun à Newark, où il y a eu un pic de radiation qui a provoqué une descente brusque non commandée et un atterrissage d'urgence à Tampa. Oui. Le problème pouvait, dans le pire des cas, entraîner un mouvement non commandé de la gouverne, donc c'est quand même fâcheux, surtout quand on est en vol. Mais aucun danger pour la sécurité n'a été constaté, et la solution a consisté à revenir à une version logicielle précédente, qui est réalisable en quelques heures seulement, j'ai envie de dire, et qui permet à la très grande majorité des avions de pouvoir revenir en flotte très rapidement avec moins de 2% d'appareils encore immobilisés pour des ajustements un petit peu plus complexes. Les compagnies dont Air France ou EasyJet, qui en exploitent beaucoup, ont confirmé le retour à la normale, tandis que seules quelques annulations isolées ont été signalées, par exemple chez Cebu Pacific. Le PDG d'Airbus a présenté ses excuses pour les perturbations, soulignant une mobilisation mondiale des équipes pour limiter l'impact opérationnel, et les autorités européennes et américaines, ainsi que l'avionneur, annoncent un renforcement des procédures de validation des mises à jour logicielles afin de prévenir les futurs incidents similaires. Après, c'est pas vraiment de leur faute non plus, parce que les tempêtes solaires, les ondes, tout ça... Oui. Je sais pas, ça doit être en augmentation, parce qu'on voit des aurores boréales qui descendent jusqu'en France. Alors qu'avant, c'était réservé au pays du Nord. Donc là, en tout cas, ils ont... Le soleil, là, à mon avis, il n'est pas bien content, là, faire des tempêtes solaires. Oui, c'est des cycles tous les 11 ans, donc... Ouais. Voilà pour on va dire, le résumé. Ce sera un bon retour d'expérience pour les autres avions aussi, pour les autres constructeurs. Alors, est-ce qu'ils utilisent les mêmes technologies ? Faudra voir. C'est pour les mêmes raisons que Blue Origin a décidé de reporter au 13 novembre le lancement de la New Glenn, nous dit Philemon. Il est très au taquet là-dessus, Philemon. Voilà pour le petit programme, d'où l'existence de l'indice CAPE, oui. On va parler de Ryanair qui arrête son programme Prime. Il met fin donc à son programme de fidélité payant Prime dès le 28 novembre dernier, là, après 8 mois d'essai qui ont été jugés comme déficitaires. L'abonnement qui a été lancé à 79 € par an offrait des sièges réservés, une assurance, des ventes privées, mais il n'a séduit que 55 000 membres, générant moins de revenus que les réductions accordées. Donc c'est ballot. Les abonnés actuels conserveront leurs avantages jusqu'en octobre 2026, mais aucun nouveau membre ne sera accepté. L'initiative visait surtout des voyageurs fréquents,
Mais l'impact financier n'a pas été à la hauteur et Ryanair se ressent désormais sur son modèle historique de très bas prix pour tous les passagers. Et l'expérience pourrait toutefois inspirer de nouvelles formules de fidélisation, peut-être plus simples et aussi moins coûteuses. Et on termine cette séquence actualité par un petit flashback dans l'histoire. On va revenir au 1er décembre dans l'histoire de l'aviation avec cette photo. Elle ne date pas d'aujourd'hui, hein. 1946 donc, ouais, on va remonter en 1946 et après 8 ans d'interruption en raison de la Seconde Guerre mondiale, le Salon international de l'aviation fait son retour en 1946 et la 17e édition s'est clôturée le dimanche 1er décembre 1946. Il a été ouvert au Grand Palais à Paris dès le 15 novembre. Et l'événement a attiré de nombreux visiteurs désireux de renouer avec cette tradition. C'était la dernière édition à se tenir entièrement en intérieur, avant le déménagement vers Orly et l'introduction de démonstrations aériennes en extérieur. Le salon de 1946 a notamment mis en avant l'aviation à réaction avec une présentation du SO-6000 Triton, le Gloster Meteor et les Lockheed F-80 Shooting Star qui marquent un tournant technologique pour l'aviation civile et militaire bien sûr. Alors le Gloster Meteor et le Lockheed... Alors, le Gloster Meteor, je ne sais pas si... Peut-être à la fin de la guerre, il a quand même participé. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'il avait fait quelques missions. Le Lockheed F-80, il aurait participé de manière un peu en essai, on va dire. Oui, ils ont dû en envoyer officieuse. Voilà pour l'actualité de ce soir. Oui, ça c'est au Grand Palais. Oui, c'est avant ça. la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout au Grand Palais. On peut voir des photos pour ceux qui... Il y en a. Sur Internet, tout au Grand Palais, les Blériot, tout ça à l'époque. Et puis, voilà. Et puis après, c'est dommage parce que les avions en cage, c'était bien de les c'est sortir mieux et puis de les faire voler quand même. Exactement. Une belle cage, mais bon. Voilà pour l'actualité de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et puis écoutez, on les lit avec grand plaisir. Bien les amis, c'est bien, 50, on est dans les temps. On va pouvoir lancer donc notre séquence de ce soir. On vous en a parlé. On va parler sécurité civile. Allez. Indirectement. Oui, directement. Nouveau en fait, projet, c'est pour faire le lien avec les émissions qu'on a eues avant. Non, mais bombardier d'eau. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut concevoir un avion bombardier d'eau? Comment est-ce qu'on construit cette aventure? On va le découvrir avec notre invité, David Pincé, qui est avec nous. Comment on peut faire pour déboulonner le Canadair? Le Canadair. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est David Pincé qui nous rejoint tout de suite au bar de la zone. C'est parti. Un visage dans les nuages. Les rencontres de la zone aéro. Et voilà, alors hop, on va passer en incruste visio et hop, il est là. Voilà. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir à tous les deux, merci. Merci de nous rejoindre dans les studios de la zone. Alors je pense que le chat va dire bonjour parce qu'ils sont toujours très polis. Bonjour le chat. Hop. Alors la caméra elle est partie, voilà, elle est ici. Voilà, bonsoir, il n'y a pas de problème. David, donc merci de venir nous voir. Inaero, on va en parler tout à l'heure. Donc nouveau projet d'avion bombardier d'eau. Mais avant, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un petit point sur ta personnalité, ton parcours dans l'aéronautique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, faire une petite présentation en 1 minute. On va lancer le petit chrono. Et nous dire un petit peu comment tu es parti de zéro pour arriver là où tu es aujourd'hui. De l'école, en fait, tout petit, jusqu'à maintenant. Voilà. En 1 minute, ça va être difficile, mais donc, moi, j'ai intégré l'école de l'air à Salon-de-Provence en 82. Et j'ai fait une longue carrière de pilote de chasse, puis en état-major international. Et en 2020, quand j'ai quitté le service, j'ai rejoint la sécurité civile à Nîmes, où j'ai été directeur des avions, les Dash, les Canadair. Et en fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour, avec 3 camarades, se décider à lancer le programme Frégate avec la société Inaero. D'accord. Ok. Il reste encore 20 secondes, donc c'est parfait. Et Nico, première question.
Oui, non, mais la question que je pose tout le temps à des passionnés comme ça, d'où vient cette passion de l'aviation? Est-ce qu'elle est venue dès le début, dès la naissance, un petit peu après parce qu'on a vu des avions, ou après, pendant les études, ou après En fait, elle est venue en 2 temps. D'abord, dans ma famille, j'ai un ancêtre qui a, je crois, le numéro de brevet 600 et quelques, donc qui était un des pionniers de l'aviation, qui a d'ailleurs fait la Première Guerre mondiale sur Blériot avec Pégou. J'ai toujours entendu parler d'Alexis Manérol, qui était de la région de Pornic et de Frossay. En fait, c'est seulement quand je suis rentré en classe préparatoire à Bordeaux, où l'armée de l'air a envoyé un pilote du 411, pilote de Jaguar, pour présenter les métiers de l'armée de l'air. Et c'est là que je me suis dit qu'a priori, ça correspondait bien à l'idée que je me faisais d'une carrière à la fois technique, mais avec beaucoup de sens pratique, d'opération. Et mon parcours dans l'armée de l'air, pendant ces 38 ans, c'est très long, a prouvé que j'ai fait beaucoup d'affectations et j'ai été heureux d'être un aviateur et un militaire français pendant ces 38 ans à chaque fois. Donc ça a comblé ton envie finalement de devenir pilote, tout ça, et puis de ce que tu attendais tout au début finalement. Alors quand on décide de devenir pilote de chasse, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais par contre, ce que l'on découvre, c'est que les armées, et l'armée de l'air en particulier, est un vrai ascenseur républicain. C'est un outil de formation qui est exceptionnel. Et c'est ce que je disais d'ailleurs aux jeunes recrues élèves pilotes qui arrivaient à Cognac quand je commandais l'école de pilotage. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez absolument tout pour réussir. Et le cadre que vous donne l'école avec ses instructeurs, ses programmes, ses formations, vous amènera jusqu'au bout, tant que vous même décidez d'y investir le travail et la persévérance nécessaires. Ben voilà, il n'y a pas de secret. Et donc, carrière importante, puisque tu es sorti avec le grade de général? Oui, en fait, je dirais pas carrière importante. J'ai une carrière qui, je dirais, est assez classique. J'ai débuté du temps de la guerre froide sur Mirage 3R. Oula, ça fait peur, ça, du coup, non? à Strasbourg. Donc, j'ai fait de la reco, Mirage 3, Mirage F1CR. Ensuite, j'ai fait un parcours en école. J'ai encadré une promotion de l'école de l'air en 93. Puis, j'ai eu le plaisir de diriger l'école de pilotage de l'armée de l'air à Cognac. C'est vraiment une très très belle mission de voir arriver entre 100 et 120 jeunes tous les ans et puis de les amener jusqu'à la porte de l'école de chasse ou de l'école de sport. C'était en quelle année à Cognac? C'était 97-2000. 97-2000, d'accord. Ça fait bien longtemps déjà. Et puis non, j'ai eu la chance de faire beaucoup de postes très intéressants en interarmée, en international. On m'a également confié le commandement d'une base aérienne à Colmar, ce qui m'a permis de refaire du Mirage F1, j'en étais ravi, avec une mission un peu particulière, puisque j'ai fermé la base entre 2007 et 2010. Et mon dernier poste dans l'armée de l'air, on m'a confié la direction des commandos, des commandos parachutistes et des pompiers de l'armée de l'air. Voilà, donc un parcours très diversifié, avec pas mal d'opérations à l'international également. D'accord. Et donc, les commandos et les pompiers, c'est-à-dire la mise en place sur tout le territoire, enfin sur toutes les bases, de tout ce qu'il faut pour que ça... D'accord. Ce sont les capacités de protection, de sécurité, d'intervention, et également les capacités, notamment avec les commandos parachutistes, d'intervention sur les théâtres d'opérations extérieures. Voilà. J'en profite pour passer un petit salut aux commandos parachutistes de l'air, notamment le CPA-10, Force spéciale, CPA-30, CPA-20, où il y a vraiment des vrais soldats, des personnes très humbles, mais qui font des choses extraordinaires. Des sacrés gars, comme on dit. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a cette petite réaction de Run to the Sky qui dit il a connu l'âge d'or des avions espions, alors il parle du U-2 et du SR-71.
Alors oui, mais bon, un Mirage 3R par rapport à ces avions, oui, c'est pas tout à fait la même dimension. Nous, on était très, très tactique. Hein. À l'époque, on faisait la reconnaissance des itinéraires que les Russes pourraient emprunter s'ils traversaient la Bavière. Oui. Donc, D'accord. oui, tout à fait. À la rigueur, c'était peut-être le Mirage 4 qui était de reconnaissance, Oui. qui était à peu près l'équivalent, peut-être. Alors c'était plus de la reconnaissance stratégique, c'est Voilà. ça, oui, tout à fait. Il allait moins vite quand même. Ah, bon, Mach 2 quand même, hein, le Mirage 4. Hein. Oui, mais le CR71, c'est un peu plus. Ah oui, c'est ça. Oui, tout après, à oui. fait. Il est un peu plus haut. Ouais, bon, c'est bon. Ok, d'accord. C'est pas les Américains qui ont inventé l'aviation quand même. hein. Là, je vais remettre un peu d'huile sur l'eau. Il va être taquin, Nico. Du coup, tu parlais en sortie du cursus militaire, l'entrée dans la partie civile, et comment arriver jusqu'à Inaero? Alors quand j'ai terminé ma carrière à l'été 2020, que j'ai souhaité en fait continuer une activité professionnelle, Ouais. j'ai eu, je dirais, la chance d'être recruté par la sécurité civile. Ouais. Et d'être affecté donc à Nîmes-Garons au sein de ce qui fait aujourd'hui le cœur de la capacité opérationnelle de lutte contre les feux. Hein, c'est la capacité aérienne de lutte contre les feux, le groupement des avions de la sécurité civile. Donc en fait, c'était un peu une bénédiction pour moi puisque je revenais au cœur des opérations aériennes. Voilà. Donc pilote de Canadair et pilote de... Non, moi j'étais pas pilote, Ah. j'étais directeur du groupement des avions, avec donc les 12 Canadair, la sous-préfète qui était avant Madame Grete Dumas était effectivement ma chef directe. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Oui, donc oui, c'est une bonne entrée en Oui, matière donc, pour déjà cibler à peu près ce qu'il faudrait pour remplacer. Alors ça m'a donné une petite expérience de ce qu'est La lutte, les besoins de la lutte aérienne contre les feux. Hein. J'ai fait une quarantaine d'heures de vol avec les équipages, en jump seat, hein, bien sûr. Et puis en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de réelle préparation de l'avenir en matière de renouvellement des flottes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de feux dans le monde. Et en fait, tous les opérateurs d'avions bombardiers d'eau ont besoin d'augmenter leur capacité. Ouais. Et donc, il y a une demande du marché. Or, le Canadair, hein, qui est un avion mythique, hein, d'ailleurs, on confond souvent amphibie bombardier d'eau et le nom, le Canadair. C'est un avion qui a fait son premier vol en 1967. En France, on a une version qui est modernisée et remotorisée en turboprop. Mais nos Canadair ont plus de 30 ans. Et Bombardier, qui fabriquait les Canadair au Québec, a cessé la production il y a 10 ans. Et donc en fait, le vrai dilemme, c'est qu'il y a de plus en plus de feux, il y a de plus en plus le besoin d'intervenir sur les feux, et les moyens qu'on a sont vieillissants, avec des problèmes de maintenance, parce que les avions commencent à vieillir. Et si on regarde bien aujourd'hui, il n'y avait pas d'offre moderne sur le marché. Les grands avionneurs, que ce soit Boeing, Dassault, Airbus, ne s'étaient pas saisis de cette problématique. Et pour quelle raison? C'est juste parce que je pense- c'est une niche? Parce que c'est un marché qui est relativement restreint. Hein. C'est à peu près 300 avions à fournir dans le monde entre 2030 et 2050, et puis qu'ils ont d'autres priorités. Voilà, donc pas d'offre moderne. Quand même un problème de souveraineté, hein, puisque depuis 30 ans, cette capacité sur laquelle repose la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de nos citoyens et de l'environnement, elle dépend du monopole unique, d'un avion unique qui est fabriqué au Canada. Ouais, donc c'est vrai que ça remet Donc en en cause fait, un peu, apporter cette capacité, une réponse moderne, plus efficace, plus sûre au marché, c'est à la fois répondre à un enjeu environnemental, mieux lutter contre les feux, à un enjeu de souveraineté, de sécurité, que les pays français, européens qui opèrent ce genre d'avion puissent se reposer sur un avion qui est construit sur le sol européen.
Et puis, comme j'ai coutume de le dire, c'est nos impôts, notre économie, nos emplois, autant comme on a la capacité de le faire, autant concevoir et produire un successeur du Canadair en France et en Europe. Voilà. En tout cas, c'est ce qui nous a motivés, avec beaucoup de réalisme et d'humilité. Hein. On sait que le parcours sera long, la falaise est haute, mais on franchit les petites marches les unes derrière les autres. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un outil dont on aura besoin finalement tout le temps, et c'est obligatoire. Je veux dire, des feux de forêt, il y en aura, malheureusement, il y en aura encore. Donc effectivement, qu'on dépende d'un autre pays où on ne sait pas économiquement comment ça va fonctionner, et puis ils peuvent décider autre chose, comme Bombardier a dit, non, ça ne nous intéresse plus. Là, effectivement, on se retrouve dans une situation délicate où on n'a rien pour remplacer, quoi. Donc si on laisse faire, là, garder encore 30 ans ce qu'on a là, ça va être un peu difficile. Ça n'a pas été conçu en plus. Alors, un avion conçu dans les années 70, en fait, plus on peut mettre d'argent dans la maintenance, et on peut le garder pendant très longtemps. Hein. Il y a des B-52 qui volent au bout de 100 ans. Hein. Mais là, je pense, on doit se préparer sur les défis de demain, pas essayer de préserver les capacités d'aujourd'hui. Et pour ça, on a la possibilité de répondre à la demande du marché avec un avion qui sera plus efficace, un avion qui répondra mieux aux exigences et aux besoins des opérateurs et des équipages, et puis un avion qui sera plus sûr, avec des commandes de vol électriques, et puis surtout un avion qui va être produit et qui donc va créer des emplois en Europe. Ouais. Et souvent on dit que le Canadair il est vraiment monomission, il fait que de ça. Est-ce que la frégate, on peut envisager qu'elle soit multimission aussi? Pas faire que du feu de forêt, mais d'autres choses à côté? Un peu comme le Dash, quoi. Ouais. Alors, un avion amphibie bombardier d'eau, il est dédié à ça. Donc, la version bombardier d'eau est monomission. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'autorité d'emploi, si elle n'a pas plus de missions à faire, on va lui vendre un avion plus cher parce qu'il est multimission, mais qu'elle ne pourra pas utiliser. Voilà. Donc, par contre, on a consulté les sapeurs-pompiers, on a consulté les équipages, on a discuté avec les pilotes en Grèce, en Italie, en France, un petit peu en Espagne, et on a recueilli leurs besoins, et surtout on a pu corriger certaines petites faiblesses du Canadair, c'est-à-dire que l'avion lui-même pourra écoper et larguer 10 tonnes d'eau par rapport aux 6 du Canadair. Par contre, on s'est imposé que l'avion puisse continuer à écoper sur toutes les surfaces d'eau utilisées par le Canadair aujourd'hui, pour pouvoir écoper au plus près du feu. Et donc ça conduit à des moteurs puissants. Hein. Ce sont des turboprops de 5000 chevaux. C'est du Pratt & Whitney 150, qui est un moteur québécois. Avec cette motorisation, l'avion va voler à 250 nœuds, contre 175-180 pour le Canadair. Projection plus. Voilà, donc sur une mission feu, on peut dire que le frégate sera 2 fois plus efficace parce qu'on va amener 2 fois plus d'eau. Mais on va également y intégrer des commandes de vol électriques pour avoir un pilotage qui est beaucoup plus précis, qui est moins fatigant. Et les commandes de vol électriques, c'est la trajectoire prédictive, donc de la possibilité de mettre des alarmes d'évitement d'obstacles, etc. Donc de renforcer la sécurité des vols. Voilà, c'est un peu ça qui nous conduit à avoir validé aujourd'hui le concept aérostructure motorisation de l'avion, au bout à peu près d'un an de travaux R&D, avec un bureau d'études. Voilà, parce que tant qu'on n'a pas recruté notre propre bureau d'études, et pour ça il faut suffisamment d'argent pour recruter les bonnes personnes, en fait on fait travailler des sociétés. Altitude Aerospace, c'est notre bureau d'études qui est au Québec et à Toulouse. On a travaillé avec Zéline à Toulouse également pour tout ce qui est interface coque avec l'eau. Un cabinet spécialisé dans les processus de certification, RR Consulting. Et la 4e boîte avec laquelle on a travaillé, c'est un cabinet d'architectes qui s'appelle Brunery, qui est un spécialiste des lignes d'assemblage d'Airbus. Pour pouvoir commencer à travailler sur notre processus d'assemblage et quelle usine construire autour.
Et donc il y a des technologies qui viennent de chez Airbus qui vont être intégrées dans la frégate? Alors ça, c'est un point qui est très important, et ça, je pense que tout le monde l'a bien identifié. Nous ne sommes pas des avionneurs établis, donc la crédibilité techno du programme, c'est de pouvoir s'appuyer sur des industriels. Donc aujourd'hui, on a un partenariat industriel avec Airbus Defence and Space, qui est assez global, sur lequel on est en train de définir pour chaque domaine un contrat de partenariat. Là, Airbus est en train d'identifier, enfin de finaliser une capacité bureau d'études qui va travailler sur le programme. Ils vont nous aider sur la certification. Airbus souhaite, a priori, fabriquer une partie de l'avion en Espagne. Ok. D'accord. Voilà. Ils nous accompagnent sur le marketing, sur le processus d'assemblage également. Donc ça, c'est géré, c'est Airbus Defence and Space, c'est plus ou moins la colonne vertébrale de nos partenariats industriels. On a également un partenariat avec Thales pour les commandes de vol et pour la suite avionique. On est en train de tester FlightX, leur nouvelle suite avionique, pour voir comment est-ce qu'on peut l'adapter sur les modes très particuliers de l'équipage et du largage. On a Safran pour les systèmes d'atterrissage. Et on en a beaucoup d'autres. On a Aresia, on a Acituri, on a la Sonaca. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un système de partenariat qui est en place. Et le mois dernier, Leonardo, qui a priori analysé la concurrence, il y a un programme italien qui est concurrent du nôtre, a souhaité nous voir. On était à Naples il y a de ça 3 semaines. Et Leonardo va nous proposer également un partenariat. Donc c'est à la fois une bonne chose parce qu'on s'appuie sur des industriels établis et qui savent tout faire, je dirais. Ça nous donne aussi une dimension européenne, à un moment pour aller chercher les financements auprès de la Commission européenne. Et puis ça nous donne un accès préférentiel de souveraineté au renouvellement des flottes, on l'espère, en Italie et en Espagne, en plus de la France. Ce qui permet d'avoir une souveraineté européenne aussi quant C'est à la ça. chaîne d'approvisionnement. On pense aux pièces qui sont obligées de... Après, c'est vrai que c'est un problème européen. Quand on voit les incendies qu'il y a en France, Portugal, en Espagne, en Grèce, même les pays du Nord. On a eu des pilotes de Canadair qui nous avaient dit qu'ils avaient fait des missions dans les pays du Nord. Ils ont des grandes forêts aussi en Norvège, etc. Donc, effectivement, il faut que ce soit vraiment un truc qui soit européen, quoi. Donc là, il y a moyen de... En fait, les 5 grands pays aujourd'hui qui sont armés pour lutter contre les feux, c'est l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, la Grèce. Mais les moyens sont insuffisants partout. Et donc, il y a une vraie place, un besoin pour un opérateur éventuellement qui viendrait se positionner en Europe, même un opérateur privé, et qui pourrait effectivement rayonner sur les pays qui aujourd'hui ne sont pas équipés. Là, tu parlais de concurrents, donc notamment en Italie. Il y a, vu l'importance de ce problème à résoudre quand même assez rapidement, il y a moyen quand même que ce soit moins concurrentiel, d'avoir des accords, tout ça, un peu plus facile, on va dire. Alors, nous... Comme tu disais, Leonardo qui te proposait d'aller voir en Italie. Après, nous, je ne sais pas, je ne veux pas non plus. L'analyse de la concurrence, pour nous, elle est sur ce segment, c'est-à-dire un avion amphibie bombardier d'eau, elle est assez simple. Il y a 2 Havilland Canada qui a racheté les plans du Canadair du 415 et qui veut relancer la production, en gros, d'un avion des années 90, pour un prix de 60 millions de pièces quand même. D'accord. Il y a ce concurrent italien qui, si on écoute Leonardo et Airbus, est un programme qui est très complexe. L'avion, lui, par contre, est très multimission, donc potentiellement plus difficile à mettre au point, plus cher, plus de risques. Et puis il y a nous, voilà. Et ça pourrait être moins cher parce qu'il y a des nouveaux matériaux peut-être pour le fabriquer Alors non, les nouveaux matériaux c'est plus cher en général. et en l'occurrence, il y a un des critères qui est très important pour un avion de ce type, c'est ce qu'on appelle la réparabilité.
Il faut que ça soit un avion qui soit disponible tous les jours pour aller au feu. D'accord. Et aujourd'hui, les Canadair sont parfois arrêtés le soir quand il y a ce qu'on appelle des incidents à l'écopage et des déformations de coque. Donc il faut que la coque puisse être quasiment réparée dans la nuit. Donc ça exclut le composite, le carbone, etc. C'est du tout métallique. Oui, parce que là, il faut la colle, il faut en mettre la colle, que ça sèche, etc. Donc l'avion sera, en tout cas sur le fuselage, la coque sera métallique. Après, le coût d'un avion doit aussi amortir sur la série le coût de développement. Concevoir aujourd'hui en Europe un avion de cette catégorie, c'est plus de 19 000 livres, donc c'est du 16-25. Le coût du développement, c'est 1 milliard. Donc il faut pouvoir l'amortir. Nous, notre étude de marché nous a conduit à penser que de façon très prudente, on doit pouvoir se partager le marché avec de Havilland. Je ne sais pas si ce sera 50-50, mais nous, notre business plan, il est parti de l'idée, on va produire 150 avions sur 18-20 ans. Voilà. Après, on fera peut-être mieux. Tout à l'heure, tu as évoqué la partie multimission. Donc, l'avion bombardier d'eau ne sera pas multimission, même si on rajoute une porte cargo qui permet de faire rentrer des containers et qui aura 6-8 sièges pour emmener de façon, on va dire, rustique, un deuxième équipage des mécaniciens. Mais par contre, la plateforme frégate est une plateforme idéale pour faire des opérations spéciales, du secours en mer, de la surveillance maritime ou du transport passager fret, notamment pour les pays archipels et le Pacifique. Et peut-être même pour la marine, parce que du coup, ça ouvre des perspectives à plein de choses. Alors, on discute avec la marine nationale qui pourrait être intéressée par la plateforme, notamment en Polynésie, par exemple. Oui. C'est vrai que, comme tu disais, c'est un peu comme les avions de guerre. Il faut que ce soit prêt du jour au lendemain. Parce qu'on est tout le temps en pleine guerre avec les feux de forêt. Donc, en fait, la chef du groupement des moyens aériens vous l'a peut-être expliqué, mais le contrat opérationnel des pilotes de la sécurité civile, c'est que tous les avions doivent être disponibles opérationnellement tous les jours pour partir au feu, pendant la saison feu. Voilà. C'est vrai que tu disais, là, pour la marine aussi, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les pilotes ils étaient perdus en pleine mer, ils allaient les chercher avec des hydravions. Avec du Catalina. Du Catalina. Absolument, oui. Et est-ce que cet avion-là, il pourrait pas aussi jouer ce rôle-là, parce que c'est ce que maintenant, pour aller chercher un pilote dans l'eau, il faut envoyer le bateau qui porte l'hélicoptère. Ça met plus de temps que d'envoyer un avion, peut-être. Absolument. C'est pour ça que oui, on pense que je pense que le pilote, il sera plus content de voir un hydravion arriver plutôt que d'attendre d'avoir un bateau qui arrive et puis. Donc ce sont des possibilités de diversification de la production, oui, tout à fait. Il y a pour la recherche en mer, ça peut être très intéressant. Il y a c'est Philémon qui pose cette question. On parle bien de l'écopage, qui est une technique assez spécifique et difficile à maîtriser. Comment s'est passé le développement de la partie justement écopage? Parce que quelque part, je ne veux pas dire qu'il n'y a que de Havilland qui maîtrisait un petit peu ce truc-là. À l'époque où ils ont construit le Canadair, comment vous avez repris cette manière d'écoper? Alors, la phase, je ne suis pas moi-même pilote de Canadair, donc je vais être très prudent sur ce que je vais dire, mais la phase d'écopage, c'est principalement de la tenue de paramètres de vitesse, d'incidence de l'avion qui est juste à la vitesse du décrochage. Et en fait, les écopes d'un Canadair, c'est tout petit, c'est deux fois comme ça. Et c'est la pression de la vitesse qui fait qu'on remplit en 12 secondes les cuves. Après, la vraie difficulté, effectivement, et ça c'est toute l'expérience aujourd'hui qu'ont les pilotes de la sécurité civile, c'est de savoir lire la mer. Ouais. C'est-à-dire de savoir comprendre les vagues, le vent, le clapot, et réussir à prendre la mer, je dirais, dans le bon sens, pour pouvoir écoper en toute sécurité. Voilà. Après, je dirais que les systèmes eux-mêmes d'écope, de remplissage des cuves et ensuite de ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire le larguer à travers des trappes, c'est de la technologie qui est courante. Ouais. Mais ça reste quand même
la question était absolument essentielle. Ça reste quand même le cœur de l'objectif de l'avion. C'est pas qu'il soit beau, c'est pas qu'il vole super bien, même s'il va voler super bien. Le but, c'est la trace de l'eau qui arrive au sol. Oui, parce qu'il faut il faut que, par rapport à une trace de Canadair aujourd'hui où la zone efficace est en fait assez limitée, non seulement on va mettre 40%, enfin 70% d'eau en plus, mais avec les technologies aujourd'hui qui permettent de mieux maîtriser les écoulements aérodynamiques sous l'avion, donc nous, notre objectif, c'est que la trace au sol soit plus large et plus homogène pour qu'en fait l'eau larguée soit plus efficace pour lutter contre le feu. Et les hauteurs de largage sont prévues pour être à peu près équivalentes à celles des Canadair. On sait qu'ils larguent à peu près à 100 pieds. C'est ça. Ça sera la même chose. Oui, absolument. Et plus vite, pour le coup, pour avoir cet effet de souffle plus important? Alors, en fait, la vitesse entre 100 et 120 nœuds, on va regarder exactement quelle est, quand on va commencer les essais, après avoir fait les simulations numériques, on va regarder ce qui est le meilleur compromis. Mais les vieux pilotes le savent, hein, la vitesse c'est la vie. Donc si on peut larguer aussi efficacement en ayant 10-15 nœuds de plus, bah, c'est bien. Ouais. Sinon, le standard aujourd'hui, c'est ce que fait un Canadair, tout à fait. Oui. Oui, surtout que... Moi, je me le suis dit tout seul avec mes élèves. Ouais, on le rappelle, mais c'est vrai que c'est cet effet de souffle de l'eau, du déplacement de l'eau qui vient étouffer quelque part le feu. C'est pas... on a l'impression que c'est comme un incendie où on met de l'eau et du coup, ça refroidit. Oui, il y a un effet de souffle un peu comme on étale les bougies de gâteau d'anniversaire. En fait, c'est ça. C'est la masse. C'est la masse de l'eau qui tombe qui va souffler, effectivement. Je reviens sur ce que tu disais, la lecture de la mer pour pouvoir écoper. Je voudrais revenir sur l'émission qu'on avait fait avec Rémi Michelin puis Daniel, où Daniel, justement, nous avait expliqué ça, comment les techniques, en fait, pour écoper au niveau de la mer par rapport aux vagues, aux courants, etc. Tout à fait. Il y a Jean qui posait cette question. Alors, la capacité d'écopage, on a dit c'était 10 tonnes, c'est ça? Oui, c'est la capacité des Dash aujourd'hui? Oui, mais sauf qu'un Dash, il faut qu'il retourne se poser quelque part. Et sur le tarmac où il va se poser, il faut qu'il y ait un pélicandrome. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des citernes. Il faut que les citernes soient ravitaillées en retardant, en eau, qu'il y ait des dispositifs de mélange, puisqu'en fait, le retardant, il n'est pas mis pur, il est mélangé entre 15 et 20%. Pour faire le plein de l'avion. L'exemple type, c'est le feu de mi-juillet 2022 à la dune du Pilat. Le Canadair écopé en mer larguait ses 6 tonnes toutes les 6-10 minutes. Le Dash 8 posait sa ligne de retardant de 10 tonnes, se posait à Bordeaux-Mérignac sur la base aérienne où il y a un pélicandrome à demeure et revenait au feu toutes les 40-50 minutes. Il met pas 12 secondes pour se remplir. C'est ça. Donc en fait, mais la doctrine en France est très bien faite parce qu'en fait, on combine les effets des deux capacités. Il y a les avions qui font du guérien armé, comme faisaient les trackers avant, qui permettent d'aller sur un départ de feu, faire un largage qui va être décisif. Et après, les pompiers viennent finir au sol. Et puis sur des feux établis, on pose des lignes de retardant pour ralentir la progression du feu. Et les Canadair, eux, font de l'attaque directe, de la concentration des moyens. En gros, il faut retenir que pour pouvoir fixer un feu standard, il faut amener 100 tonnes d'eau à l'heure sur un feu. Et c'est pour ça que la doctrine, c'est où est le feu, où est-ce que je peux ravitailler. Et en fonction de ça, on met 2, 4, 6, 8 Canadair. Parce qu'il faut arriver à ce phénomène de saturation. La fameuse Noria avec les différents passages. Le prix, on a un ordre d'idée à peu près? Du frégate? Oui. Le même qu'un Canadair, c'est-à-dire aux alentours de 60 millions. Ok, très bien. Mais une capacité opérationnelle double, une sécurité des vols renforcée et des emplois en Europe. Et en France en particulier, et à Istres. Est-ce qu'il a été conçu aussi pour éteindre l'incendie de Notre-Dame? Il y a eu beaucoup de questions. Alors, ça m'avait fait bien rigoler. Et pourquoi ils n'envoient pas les Canadair? Ouais, c'est ça, t'as raison.
Alors il faudrait faire des études particulières pour savoir à quelle hauteur il faut larguer pour ne pas tout détruire. Oui, Bah oui, effectivement. voilà. Il y a Waterfall qui pose cette question. A-t-on une date prévue pour voir le prototype en action? Alors, si tout se passe bien et alors je ne sais pas si Waterfall sont nos camarades de 1901 italiens, mais et à ce moment-là ils connaissent très bien la problématique puisque en fait on est des programmes avec les mêmes objectifs et les mêmes défis. Si tout se passe bien, on devrait assembler 2 prototypes à Istres en... C'est moi, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est fait. Il suffit de poser la question. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Nico, mais sinon, salut. Donc, si tout se passe bien, on devrait assembler les 2 prototypes à Istres en 2029, début 2030, faire 2 années de vol d'essai et de certification, et on espère une entrée en service pas plus tard que le printemps 2032. Ah ouais, finalement, c'est presque demain. Hein. Oui. Ça va assez vite quand même. C'est le minimum. C'est le minimum pour avoir le temps de faire les choses correctement et conformément à l'ensemble des échéanciers que nous impose l'autorité de certification, l'EASA, avec qui on discute depuis 1 an et demi. Est-ce que tu n'as pas peur que les gens l'appellent aussi le Canadair? C'est une vraie question. Non, alors, c'est pour ça que tu l'as fait blanc et rouge plutôt que jaune et... Non, alors moi, la seule chose qui m'importe vraiment, c'est qu'un jour, l'avion rentre le train et puisse écoper une première fois. Oui, absolument. Alors, on monte comme ça, hop. Bon, de toute façon, je crois qu'il y a Philémon qui a dû poster le lien de InAero dans le chat. Donc vous pouvez cliquer et puis aller voir. Et puis on donne une mission au chat, c'est de faire dire à tout le monde, qu'ils apprennent à tout le monde que ce sera une frégate. Que ça une frégate et pas un Canadair. Voilà. Sinon ils auront affaire à nous. Ça prend du temps, mais c'est dur de faire plus rapide, dit Waterfall. Oui, c'est même ambitieux de faire avec cet échéancier-là, mais en fait, ce sur quoi on compte, c'est que si on a effectivement les levées de fonds nécessaires et que Airbus, Thales et Leonardo mettent des capacités ingénieurs, on va pouvoir, à défaut d'accélérer, ne pas prendre de retard. Ouais. Et au niveau technologique, parce que c'est vrai qu'une des questions redondantes, ça a été posé sur plein de projets, le largage de nuit. Quid du largage de nuit? C'est quelque chose qui peut être envisagé ou pas? Alors moi, je me repose sur ce que j'entends dire des pilotes actuels que je côtoie, et pas que en France. Pour larguer de nuit, il faut aussi écoper de nuit, sinon on perd beaucoup de la capacité. Si on prend en compte qu'un largage efficace sur un feu établi, souvent quand un feu est établi, c'est qu'il y a du vent. Donc il y a du relief, il y a du vent, et donc de nuit, il faudrait descendre à 100 pieds avec quoi? Avec des dispositifs de vision nocturne qui seront éblouis par les lumières par les brasiers. Ou les brasiers, ouais. Enfin, je sais que bien sûr tout le monde en parle parce que ça permettrait d'étendre les capacités de lutte dans la durée. Aux États-Unis, en particulier en Californie, il y a eu pas mal d'expérimentations faites en hélicoptère. Voilà. Pour l'instant, je pense que l'efficacité opérationnelle n'est pas vraiment démontrée. D'accord. Même en larguant plus haut. Et le problème, c'est que s'il y a des pilotes ou des anciens pilotes de Canadair, si on largue 2 fois plus haut, l'efficacité est très 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 réduite. Ouais. Donc je dirais que pour l'instant, les missions opérationnelles telles qu'on les connaît aujourd'hui de nuit, en tout cas, ne sont pas envisagées sur le frégate. Par contre, dans une version 2.0, on verra ce que la technologie peut apporter. Voilà. Nous, au niveau de l'avion lui-même, au niveau aérostructure et motorisation, il est dérisqué, puisqu'en fait, tous les blocs techno volent déjà. Le seul point un petit peu innovant, c'est
on va essayer de développer un système de mission de coordination aéroterrestre sur lequel, en fait, l'intelligence artificielle embarquée va pouvoir, en fait, analyser la cartographie du feu et en fonction du relief, du vent, du type de végétation et des zones à protéger, proposer au commandant de bord des axes d'attaque privilégiés. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le dialogue entre le pompier qui est chef des opérations en vol et le commandant de bord, et surtout l'expérience extraordinaire de nos commandants de bord sur Canadair, qui fait qu'il va décider qu'il va attaquer un feu comme ça ou comme ça. Voilà, donc nous on pense aujourd'hui quand même que le traitement de l'information, alors on appelle ça l'intelligence artificielle embarquée, mais c'est un traitement de l'information, comme ça existe dans les armées, hein, sur les conduites de tir, les avions d'armes, etc. C'est statistique, c'est ça? Non, Pas spécialement. non, c'est de l'analyse de différents paramètres qui permet éventuellement d'en déduire qu'a priori, il y a des façons plus efficaces d'attaquer un feu qu'un autre. Ok. Et avec un radar de suivi de terrain, comme les avions d'attaque très basse altitude, ça aiderait pas, ça? Ah oui, mais lié à un mais pilotage automatique donc qui pourrait... à ce moment-là, l'avion, il va coûter le même prix qu'un F-35. Ouais. Ah oui, c'est l'histoire de coût et de... Oui, d'accord. Ok. Ce serait possible, mais effectivement, après, il y a le prix qui fait que... Et après, des avions disponibles H24, il en faut beaucoup plus. Donc, il faut encore plus de pilotes. Un des défis de la sécurité civile aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir chaque année assez de commandants de bord qui sont opérationnels pour mettre en œuvre tous les avions. Si on faisait des opérations de nuit, qu'il fallait au moins doubler les équipages, peut-être ce serait quelque chose de compliqué à réaliser. Je ne sais pas. Ouais. Puis avec des coûts C'est à aussi qui calculer, sont quoi, rattachés, évidemment. Il y a quelques questions là, qui sont apparues dans le chat. On va les faire défiler. Hop, le temps de les Après, ouvrir. au vu des missions, est-ce que ça... Version drone pour la nuit, nous dit Free Flight. Oui. Alors, les vecteurs non pilotés ont potentiellement leur rôle à jouer. Hein. Toutes les capacités sont les bienvenues et elles sont complémentaires. Aujourd'hui, un drone, ça emporte jusqu'à quoi 500 kg, 800 kg, peut-être même une tonne. Et pour quelle efficacité et pour quel taux de rotation? Parce qu'après, on en revient à ça. C'est pareil. Il faut revenir, recharger, et puis... Il faut qu'il y ait ce phénomène de saturation, donc assez d'eau qui en fait réduise l'équation thermique pour que les pompiers au sol puissent intervenir efficacement. Ouais. Pour moi, à titre perso, les drones, c'est plus pour faire de la surveillance, de la détection très précoce et éventuellement une première intervention. S'il a 300 litres, pourquoi pas. Et puis après, il y a également la difficulté de coordonner ce qu'on appelle la bulle 3D, c'est-à-dire en fait tout ce qui vole aujourd'hui au-dessus et autour d'un feu. C'est ce que font les beachs, quelque part. Alors oui, mais les beachs, ils font... Oui, bien sûr. Le beach, en particulier quand il y a beaucoup d'avions dans la bulle, fait de la coordination, mais c'est de la coordination à la radio et à la vue. Il n'y a pas encore un système intégré, complet, comme ça existe dans les armées. Ouais. Avec les liaisons 16, les liaisons tactiques et toutes ces choses. Alors avec des... Oui. Ouais, d'accord. Après, c'est vrai qu'à drone, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça va mouiller, ça va vite sécher avec la chaleur du feu, et puis ça va brûler. Puis le drone pour écoper, pour analyser la mer. Ah non, mais alors quand on parle d'un drone, je ne parle pas d'un drone écopeur. Hein. Je parle d'un drone... on va trop loin. On va trop loin. Ok. Run to the Sky, sans vouloir dénigrer la concurrence bien entendu, que pensez-vous du concept de transformation des ATR en bombardier d'eau par l'adjonction notamment de flotteurs proposé par Positive Aviation? Alors, aujourd'hui, comme il n'y a pas de production d'un avion amphibie bombardier d'eau flying boat, c'est-à-dire un avion à coque, en fait, tous les projets sont intéressants et peuvent amener des capacités complémentaires. Il y a mon camarade David Joubert de Kepler qui propose donc des ATR-72 bombardiers d'eau en version terrestre. Le souci de ces avions de transport régional,
En fait, c'est que c'est des avions qui sont conçus pour être légers, pour consommer moins. Ouais. Et ce sont des avions qui, au niveau structure, vont beaucoup souffrir au-dessus des feux. Voilà. Parce qu'il y a des sacrées ressources quand, quand ça repart, là, après largage. Même sans parler de la ressource, enfin de la ressource après largage, il y a des phénomènes de vagues thermiques, de cisaillement, de turbulences qui sont importants. En plus, ouais. Voilà. D'ailleurs, je crois comprendre que la sécurité civile, en fait, aujourd'hui, est en train de regarder de près le taux de vieillissement en opération de ces Dash. Hein. Voilà. Après, un ATR-72, qui est un avion qui n'est pas très motorisé, lui adjoindre 2 grands flotteurs, ça va forcément avoir un impact. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais ça va avoir un impact sur le poids de l'avion, l'abaissement du centre de gravité, la manœuvrabilité. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu les vidéos de ce qui se passe en mer, un avion sur flotteur, c'est plus compliqué d'écoper sur une mer formée qu'un avion coque qui, lui, est auto-stabilisant. Voilà. Mais après, il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Oui, je pense que c'est un moyen qui, s'ils arrivent à prouver que leur concept est opérationnellement valide à sa place, moi, ce que j'ai quand même cru comprendre, c'est que les pilotes de Canadair, de la sécurité civile ou même d'un autre pays opérant des Canadair ont considéré que c'était un concept qui ne remplissait pas toutes leurs attentes. D'accord. Bon ben voilà, Run to the Sky, je pense que ça répond à ta question. Oui, le largage de nuit ne sera plus une option opérationnelle d'ici quelques années. Ça peut choquer aujourd'hui, mais demain, qui sait? C'est ce que j'ai dit, oui, bien sûr. Si la technologie permet de le faire avec le niveau de sécurité requis, eh bien, il sera toujours temps de faire un avion 2.0 qui aura cette capacité. Et Philémon qui pose cette question, technique science-fiction, est-ce que le radar de détection d'obstacles pourra un jour éviter le passage de reconnaissance de l'axe avant l'écopage? Alors, les radars de détection d'obstacles, ça existe déjà. Hein, ce sont il y a même un développement exploratoire que Dassault pourrait nous proposer. Je le vois plus comme pouvoir repérer les crêtes, les antennes, les lignes de tension. Oui. Après, là, je parle sous contrôle éventuellement s'il y a un pilote de Canadair dans le chat. La reconnaissance de la zone d'écopage, je pense qu'elle sera toujours nécessaire d'abord pour indiquer aux plaisanciers que c'est le moment de dégager parce que la cavalerie arrive et de vérifier qu'il n'y ait pas un tronc qui flotte, qu'il n'y ait pas une bouée, qu'il n'y ait pas un filet ou quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, rien ne remplace les yeux du pilote. Du coup, ça va même une question, est-ce que les écopes seront assez petites pour plus emporter de plongeurs? Ah non. Le mythe urbain. Ok, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Hein. Parce que pour les voir se retrouver dans les arbres après. Ouais, c'est ça. Au milieu de la forêt avec les palmes. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Comment est-ce que va se passer la phase développement après le premier prototype, les vols? C'est comme un avion classique, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes du CEV qui peuvent venir. Comment est-ce que ça se passe? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore figé. On est bien sûr déjà en relation et en dialogue avec la DGA Essais en vol, qui est à Istres, ça tombe bien, pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. On a dans notre équipe recruté un conseiller pour les essais en vol. Hein. C'est Eric Delassalle, qui est quelqu'un qui est reconnu dans le milieu, qui a été chef pilote pendant 16 ans chez ATR et qui conseille également deux autres programmes aéros. Aujourd'hui, on n'a pas encore défini si on va externaliser les essais en vol ou pas.
Potentiellement, non, parce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Mais une équipe d'essai en vol, c'est relativement restreint. Après, les pilotes d'essai en vol viennent, je dirais, de l'extérieur pour des périodes particulières. Oui. Et donc l'objectif, c'est de démontrer en vol ce qui a été calculé quoi, quelque part sur le modèle. Alors, sur la partie, je dirais, avion pur, aujourd'hui, en général, quand on conçoit un avion, les moyens de numérisation et de conception assistée par ordinateur sont très puissants, et on va juste vérifier que ce qui est prévu dans l'ordinateur se déroule correctement. Là, je pense que comme c'est un avion avec des phases opérationnelles très particulières qui sont l'écopage et le largage, là, par contre, il faudra des campagnes pour aller vérifier ou même définir quels sont les bons paramètres pour écoper, pour larguer, etc. Je pense que c'est surtout là où on va avoir besoin de trouver les perles rares que sont des pilotes anciens pilotes de Canadair qui peuvent venir sur les essais. Oui. Ouais, en fait, on conçoit l'avion et on dit à l'ordinateur il faut qu'il vole comme ça. Après, on vérifie qu'il vole comme ça. Tandis que pour les copages et puis pour les trucs comme ça, c'est un peu à l'envers. On essaye et on prend les données pour voir si... On a déjà fait des simulations, notamment avec une boîte qui s'appelle un Zéline à Toulouse. Mais après, il faut quand même aller regarder ce que fait le comportement de l'avion en fonction du type de mer, etc. La conception, c'est avec Katia ou non? Le logiciel oui, Katia notamment, oui, tout à fait. Oui. On a les détails. Hein. Ah bah Katia, c'est le logiciel inventé par Dassault pour faire ses avions. Alors, moi, il y a une petite chose que je voudrais c'est pas le meilleur. aborder, c'est que quand on voit le Canadair, on le voit légèrement, enfin, on l'aperçoit là-bas derrière, vous voyez, il y a les roues qui sont sur le côté. Ouais. Là, on voit en fait que sur le projet, les roues sont carénées. Vous avez fait des carénages sur le côté, et les roues sont rentrées à l'intérieur. Pourquoi ce choix ? Parce que un des points particuliers sur le Canadair, hein, c'est il n'y a pas une porte cargo pour rentrer des containers. Et il y en a un autre qui est connu, hein, c'est les problèmes de corrosion sur les trains. Voilà, donc nous, on est parti sur le concept de sponsons qui seront étanches pour que les trains soient les moins exposés possibles. Et on est en train de travailler avec Safran Landing System pour expérimenter, si on arrive jusqu'au bout, à un accord, un nouvel alliage qui serait zéro entretien à la corrosion. Ah d'accord. Ah oui. Ok. Oui, donc aussi le développement de nouveaux matériaux dont on parlait tout à l'heure en début d'émission. D'accord. C'est pas des flotteurs supplémentaires comme non. Alors comme ça les dorniers allemands là, ils avaient ça peut servir de stabilisateur dans certaines conditions éventuellement. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé. En fait, ça va dépendre à quelle hauteur on va les mettre, hein, tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'il y a des hydravions, ils ont sur le côté comme ça en bas au niveau de la coque. Des sponsons. Des je connais pas. Sponsons, d'accord. Bah voilà, j'ai appris à nouveau mot, tu vois. Ben voilà. Il y a les fameux winglets, d'ailleurs, qu'il n'y a pas... Enfin, si, il y en a un petit peu sur les Canadair. Mais... et par contre, il n'y a pas les deux petites dérives qu'il y a derrière les moteurs sur les Canadair. Oui. Bah après, aujourd'hui, on considère qu'avec ce positionnement du plan horizontal sur la dérive, dans les phases de vol à basse vitesse, la dérive est encore, la profondeur est efficace. Après, c'est un point qui va nécessiter des études plus approfondies, qui probablement va avoir un repositionnement et un redimensionnement du plan horizontal. Et on voit aussi les petites surfaces noires autour. Cet avion, il est aussi conçu pour résister au givre. Alors, c'est une grande question. Alors, quand on va voir les pilotes dans les différents pays, chacun a son mode d'emploi, je dirais, tactique, qui est lié à son théâtre d'opération. Alors, on ne nous demande pas partout que l'avion soit dégivré. Donc, on envisage que ça soit une option. Après, ce sera peut-être, entre guillemets, moins cher que ça ne soit pas une option, on verra.
Mais alors de façon étonnante, ceux qui ont été absolument fermes sur il faut du dégivrage, c'est l'armée de l'air grecque. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. Alors c'est vrai qu'au-dessus d'un feu, ça risque pas de givrer non plus. Non, mais après, c'est sur les Non, mais transits. après, voilà, sur les transits, Et il est s'il faut pressurisé aller, alors non, l'avion Il sera pas pressurisé. n'est pas pressurisé. Non. s'il faut partir en IFR pour aller sur un théâtre d'opération assez loin, effectivement. Il vaut mieux être, Si vaut on mieux passe, être dégivré, voilà. oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et on parlait des moteurs tout à l'heure, les moteurs Pratt & Whitney. C'est des moteurs qui équipent quel autre type d'avion? Le Dash 8. Ah, c'est les mêmes. C'est le moteur du Dash 8. Il y a, je crois, 1200 Dash 8 qui volent dans le monde. C'est une turbine qui est très fiable, sur laquelle on a beaucoup de visibilité sur sa durée de vie. La seule autre turbine de 5000 chevaux, c'est le Allison de Rolls-Royce qui équipe les C-130. Mais c'est une turbine qui est beaucoup plus vieille. Et nous, on a fait plutôt le choix d'un partenariat avec Pratt & Whitney au Québec. Alors, il y avait les Pratt & Whitney aussi sur les Canadair. Ah bah oui, bien sûr. Mais je sur crois la qu'elles avaient été TR-72. modifiées, il me semble. Elles avaient été transformées légèrement pour pouvoir éviter, je crois, d'absorber trop de cendres ou de choses comme ça. C'est aussi quelque chose que vous allez mettre en place? Alors, je ne suis pas au courant de ce détail. Je ne pense pas qu'on en soit encore là. Par contre, oui, on a déjà prévu avec Pratt & Whitney de s'assurer que le PW150 est marinisé. Ouais. C'est-à-dire la possibilité d'opérer notamment sur eau salée. Oui. Ah oui, oui. Est-ce que la question de mettre des réacteurs, ça a été... Non, absolument pas. Ça n'a pas été alors, posé, non? mais en fait, un avion de ce type, compte tenu de son profil de vol tactique, il a besoin de pouvoir ralentir et accélérer rapidement. Donc, c'est forcément des hélices. D'accord. Souvenez-vous, il y a 11-12 ans, la sécurité civile avait testé le Beriev 200. Ouais, je pensais Voilà. aux Oui, avions mais russes, en fait. Un avion sur réacteur, il est beaucoup plus rapide, il écope sur des distances beaucoup plus longues. D'accord. Donc, Pas forcément adapté. je pense que réellement, nous, en fait, on va faire un Canadair moderne. Le concept de l'avion reste le même parce que c'est ça qui est éprouvé et c'est ça qui marche. Ça n'apportera pas un plus, quoi, les réacteurs, finalement. Et là, en fait, le Canadair, lui, il est tout alu quasiment, si je ne m'abuse. On aura quoi comme type de matériau? Ça sera plutôt du composite? Alors que non, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tôle pour la coque, au moins. le fuselage, ça sera métallique. Après, pour l'aile, la voilure. on n'a pas encore décidé. Ok. On n'a pas encore décidé. Ouais, donc c'est toujours en phase de mûrissement, quoi, quelque part. Oui, le concept, c'est le modèle numérique. Ouais, Maintenant, voilà. la prochaine phase du programme, c'est de dire comment on le construit. Donc, Et au niveau de l'autonomie, parce que je ne suis pas sûr qu'on en ait encore parlé, l'autonomie, ça représenterait combien sur cet avion? alors, on peut faire beaucoup. Après, c'est les discussions qu'on a avec nos camarades de la sécurité civile. Aujourd'hui, de mémoire, une mission feu, c'est aux alentours de 3h30. Mais aussi parce qu'il y a un facteur fatigue important, parce que le pilotage d'un Canadair, c'est pas un sport de masse. L'idée, c'est qu'avec des commandes de vol électrique, un pilotage qui est plus précis, qui est moins fatigant, peut-être qu'on peut faire plus. Donc aujourd'hui, le profil type de mission, c'est une mission de 4 heures. Mais en convoyage, l'avion peut emmener de quoi voler pendant 8 heures, s'il faut. Donc, et notamment si on pense derrière à des versions de surveillance maritime. Ah oui, d'accord. Ok. Et des flotteurs rétractables, comme le Catalina avait? Non, c'est pas... Alors, c'est une bonne question. Non, mais il y a plein de bonnes questions. Mais on se les est posées, soyez. On découvre rien. Est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt que ce soit rétractable? Non, je ne pense pas. En fait, le problème, c'est que plus on rajoute de systèmes, voilà. et plus ça risque d'être en panne. Voilà. Par contre, ce qu'on a pris en compte, c'est que sur les deux derniers accidents dramatiques sur Canadair, le flotteur a accroché de la végétation ou un relief, et en s'arrachant, il a arraché l'aileron, et donc l'avion n'était plus pilotable.
Donc là, aujourd'hui, on travaille avec Aresia qui va concevoir notamment les pylônes d'attache pour que ce soit des fusibles qui soient prévus pour être certain que si le flotteur est arraché, ça ne vienne pas endommager les commandes de l'avion. D'accord. Oui, parce qu'il y a eu un accident comme ça, je crois que c'était un grec. Hein, et un Italien également. Un Italien aussi. Les deux derniers de mémoire. J'ai l'impression que l'envergure est plus grande que le Canadair. Oui, on est sur 35 mètres d'envergure. C'est l'envergure d'un Dash 8. Ah ouais. D'accord. Et l'avantage, donc, par rapport au Canadair alors, c'est pas un avantage. En fait, c'est la conséquence de... On veut pouvoir écoper 10 tonnes sur 800 mètres comme un Canadair. On veut une vitesse de décrochage aux alentours de 70-75 nœuds. Et on veut pouvoir larguer à 110 nœuds sous le facteur de charge avec une marge de sécurité par rapport au décrochage. C'est ça qui a fait qu'on a optimisé l'aile. Pour l'instant, elle ressemble à ça. Si on décide de la raccourcir, il va falloir l'élargir. Et en maniabilité, ça sera à peu près pareil? En tout cas, c'est le but recherché, oui. Ouais. On n'en est pas encore là. D'accord. Ok. Non, vas-y. Il y a deux petites questions, sinon vas-y Nico, et comme ça on les garde pour la séquence phare aux questions de remise de gaz qu'on va tourner dans 2-3 minutes. Est-ce que vous en avez parlé à Sylvester Stallone? Peut-être qu'il sera intéressé pour son prochain Expandable, non? Ouais, il y avait un Canadair. Il y a un Canadair dans Expandable, je ne sais plus dans lequel, dans le numéro combien, mais peut-être qu'il sera intéressé par un nouveau truc à casser, je ne sais pas. Alors nous, on serait surtout intéressés pour trouver une très très grosse fortune. Voilà, peut-être Sylvester Stallone, si tu nous écoutes, si tu veux une frégate dans ton prochain Expandable, vas-y. Hein. Ça serait un projet qui pourrait aussi se vendre aux États-Unis, ou alors ils sont quand même relativement protectionnistes là-bas et ils s'orienteraient plutôt pour du de Havilland? Alors les États-Unis, c'est pas le Canada, hein, ils sont pas en odeur de synthé en ce moment. Il y a plusieurs choses. C'est d'abord que aujourd'hui la doctrine nord-américaine et californienne, elle est plus orientée sur les large air tankers, les avions citernes, à base de DC-10, de 737. Pourquoi? Parce qu'ils ont des feux gigantesques dans des zones très accidentées et assez reculées qui ne sont pas accessibles par le sol. Nous, en France, on a le réseau des chemins des FCI qui permet de prépositionner des pompiers et d'avoir une action combinée la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on est efficace. Il y a également des contraintes, parce qu'entre chaque État, ils n'ont pas la même réglementation et si j'ai bien compris, un Canadair ne peut pas écoper dans un lac puis dans un autre parce qu'ils ont peur d'exporter des bestioles qu'il ne faudrait pas. Une grenouille qui habite elle serait là-bas. Par contre, les feux de Los Angeles leur ont montré l'efficacité d'un avion qui écope en mer à 3 minutes d'un largage. Ils l'ont constaté. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, en fait, au Salon du Bourget, c'est la DARPA qui est venue nous voir parce qu'ils sont intéressés par la plateforme pour les opérations amphibies dans le Pacifique. Ouais. Mais pour l'instant, on ne veut surtout pas encore, je dirais, trop intéresser le Department of Defense US, parce qu'après, ça fait beaucoup de contraintes sur le développement du programme. Oui, ça se comprend. Oui, parce qu'ils vont vouloir mettre leur main à la pâte, et puis voilà. Ils vont vouloir tout contrôler. Et contrôler les exports. Voilà. Tout à fait. Ok. Bon, 20h50. Vaut mieux faire un produit bien fini, bien testé, qui marche super bien pour que... on le prend comme tel qu'il est, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. Avec les Américains, c'est comme ça qu'il faut faire. Juste une dernière question sur la partie technique largage. Le Canadair, il a 4 trappes de chaque côté. Ça serait le même système? Nous aurons le nombre de trappes le plus adapté. Ok. Bon, ça va. Réponse politique correcte. Ça se trouve, c'est secret défense. Hein. Non, c'est absolument pas secret. C'est que le principal, c'est que ça s'ouvre et puis que ça. On n'en est pas encore là, mais oui, on verra. Ok. Moi, je viens bien me projeter. Je pose plein de questions. Ok. C'est pour savoir s'il apporte. Ça représente combien de personnes? Il y a eu le déménagement à Istres, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça représente quoi comme société aujourd'hui? Ça représente les 7 associés.
plus un conseiller. Enfin, un peu plus que ça, parce qu'on a également d'anciens pilotes d'essais de Dassault qui nous conseillent. Comme je te l'ai dit, hein, jusqu'à maintenant, on a plutôt fait travailler des bureaux d'études établis. Si on finalise notre levée de fonds, là, on est en toute phase de fin de cette levée de fonds, on va recruter un bureau d'études. Dans 3 ans, on sera 150. Là, on a déjà identifié les 15 premiers postes que l'on souhaite recruter. Hein. On croule sous les candidatures spontanées d'ingénieurs qui ont des très gros parcours et qui souhaitent, dans leur carrière, participer à la conception d'un nouvel avion. Voilà. Et en parallèle, on va faire travailler des bureaux ingénieurs avec qui on a déjà des contrats. C'est Capgemini, c'est Sogeclair, c'est Fortil, voilà. Comme on n'a pas le temps de créer une capacité bureau ingénieur de jour au lendemain, on monte le cœur du bureau ingénieur et on coordonne les travaux de plusieurs. D'accord. Ouais, parce que je pense à tous les jeunes qui sont peut-être en train de se former puis qui se disent tiens, dans quelques années, pourquoi pas. Alors oui, donc là, pendant les 2 prochaines années, on recrute surtout des profils assez seniors, mais assez rapidement, il va falloir prendre des jeunes pour préparer l'avenir, oui, tout à fait. Ok. Donc à suivre, de toute façon, ça, je pense que ce sera tenu à jour sur le site internet. Oui, il va falloir qu'on le refasse aussi, mais il y a du boulot, oui. Est-ce que la levée de fonds, elle se fait donc par rapport à des partenaires financiers, j'imagine? Est-ce que c'est une idée de crowdfunding, financement participatif, comme on dit, est-ce que ça pourrait marcher? Parce que moi, je m'intéresse à des jeux de société, je voudrais faire financer les miens, donc je m'intéresse. Et je vois qu'il y a des jeux, en financement participatif, ils arrivent à récolter 2 millions, 3 millions. Ouais, on est sur 1 milliard. Dans le Kickstarter, là, oui, non, mais je veux dire... Mais ouais, mais au niveau européen, tu vois, pas. au niveau européen, puis après, les petites pierres, ils font les monts de gravier. Hein, Sur un programme comme ça, le crowdfunding, ça peut paraître intéressant, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui nous contactent sur le formulaire de contact du site et qui disent « Votre truc, c'est génial, je veux mettre un peu d'argent ». Le problème, c'est que les gros investisseurs ne veulent pas avoir des centaines de petits investisseurs. D'accord. Mais nous avons levé presque 1 million avec des petits investisseurs, une cinquantaine. Ok. Et on pourrait imaginer des petits investisseurs qui pourraient investir que sur une petite partie, des gros peut-être sur la cellule. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, quand on investit dans la société qui porte le développement. Hein. On n'investit pas sur... moi, je veux payer le siège du pilote. Non, ça c'est pas... D'accord. Mais je suis tombé des pistes. Moi, je peux payer le sachet de boulon. Ah bah oui, il en faudra plusieurs. Non, mais attention, c'est pas du boulon de chez le roi Merlin. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Oubliez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la dernière page de l'émission. Donc, la foire aux questions remise de gaz. Il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Et quelques questions, on en a 3, qui ont été mises de côté. J'entends rien. Qui pose cette question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pourquoi la France ou l'Europe ne fait pas comme les États-Unis qui prend des gros porteurs, des 747 pour les transformer en bombardiers? Je suppose que la capacité d'embarquement d'eau de la 747 doit être énorme. Alors pourquoi pas un A350 ou carrément un A380? Alors la réponse, c'est qu'on a besoin d'avoir une flotte avec suffisamment d'avions pour pouvoir, je dirais, jongler avec les situations tactiques de crise et pouvoir mettre des moyens sur plusieurs feux à la fois. Le problème de ces gros avions, c'est que leur spectre d'emploi est somme toute assez limité, leur coût est important, et puis il faut surtout avoir des installations pour pouvoir les ravitailler. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça met de faire le plein d'un 747. Je ne sais pas s'il y en a encore un qui vole en Californie, mais il me semble, ou même d'un DC-10. Non, vraiment, hein,
je pense que la France a une doctrine d'emploi qui est très bien faite et que justement ce qu'il faut, c'est avoir les deux capacités, des avions citernes comme le Dash 8 ou comme le FF-72, le KE-72 pardon, de Kepler, et combiner leurs actions avec des avions d'attaque directe de type Canadair et bientôt frégate. Ok. Retour de Sky, question un peu technique. Est-ce que les bombardiers d'eau ont un profil d'aile spécifique étant donné la polyvalence de vol aux différentes vitesses, aux différents facteurs de charge, ou c'est quelque chose de plutôt lambda? Alors, c'est un profil d'aile classique, mais cavaliers. absolument adapté au profil particulier de l'écopage, du largage, des évolutions à basse vitesse à proximité du sol. Absolument. Si on regarde bien, les Canadair, c'est pareil, ils ont une grande épaisseur d'aile qui fait un coefficient de portance assez important par rapport À basse vitesse. à basse vitesse. Mais, C'est ce qui faisait mais ça les limite à 175. Voilà. Oui, C'est ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Alors, je vais sortir un peu ma science, mais c'est ce que les Fokker D7 allemands, en 1918, ils avaient un profil d'aile assez épais, donc très maniable, basse vitesse, par rapport au SPAD qui avait lui une aile très fine. Lui, il pouvait aller très vite, tout ça, mais moins maniable. Et Philémon qui pose cette dernière question. Est-ce que ce ne serait pas en fait finalement un dash capable de découper? Alors non, pas du tout, puisque T'as pas écouté Philémon? non, parce que l'avion aura une structure qui est conçue pour pouvoir aller se frotter au-dessus des feux dans des conditions aérologiques particulièrement sévères, ce qui n'est pas le cas d'un avion comme le Dash. Et je cours me cacher. Et on pourrait envisager aussi, parce que in fine, ça serait d'avoir une noria de frégates, d'avoir justement des avions qui communiquent entre eux. Par rapport au premier, je pense en fait à une idée que j'avais, comme certains types d'armements, des largages automatiques, où le premier largue un endroit, le deuxième précalcule l'endroit où il va larguer, etc., etc. Alors avec des commandes de vol électriques et un avion digitalisé, on va pouvoir optimiser des aides à la précision au largage. C'est clair. Par contre, moi je reste persuadé que pour cette mission hautement tactique, c'est le commandant de bord, malgré toutes les aides, qui, sur son expérience, sur sa perception de la situation tactique, va décider comment larguer et où et pourquoi. C'est lui qui aura le dernier mot. T'imagines sur son écran, il y aura un rectangle vert comme ça sur. Oui, comme. Et puis la trace magenta. Là, ouais. Tu vois. Mais ce n'est que de l'aide. Mais, Ouais. Oui, bien sûr. Et enfin, cette question, est-ce que le plafond opérationnel sera supérieur à celui d'un Canadair? Alors, si on parle d'un plafond pour transiter en vol de croisière, l'avion n'étant pas pressurisé, donc sans oxygène, on est limité de mémoire au niveau 120. Oui, après, ça reste un avion 16-25 non pressurisé, oui, tout à fait. Ok. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour des questions. Digitaliser, c'est ce qui se pilote avec les doigts. Oui, c'est ça. Ils ont de l'humour. Bien. Et ben oui, bah écoutez, on a fait le tour. C'est 21h, on est pile poil. Franchement, on a bien été calibré. Déjà, merci David. Ben oui, Bah, merci c'est- beaucoup, parce que là, c'était. Merci à vous. Il y a eu quelques Ouais. questions quand même assez précises. Hein. Ouais, ouais. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, Inaero SAS, n'hésitez pas. Aidez-nous à passer les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Voilà, Ah bah voilà, voilà. le message Allez-y, est les passé. gars. Et merci à vous d'ailleurs d'avoir relayé la bande-annonce. Puisque il y a oui, pas mal de parce gens que qui ont liké, c'est bien. C'est un projet à faire connaître Bah oui. et à développer. Hein. Franco-français. Ah oui, des Françaises Allons-y. et tout. On a quand même inventé l'aviation. Bah oui. Allez, juste avant de nous quitter, puis d'avoir un dernier mot avec Non, mais- David. À un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. On est quand même très bon dans l'aviation, il faut arrêter. Quoi. Ouais. Allez. Je voulais parler du programme, mais là je le trouve
pas. Est-ce que je l'ai ici? Je suis pas certain. Hop, je vais essayer de l'incruster. Vas-y Nico, meuble le temps que j'incruste le Ah programme. bon, bah je sais pas, qu'est-ce que je vous raconte? Mais ce que tu veux. Une anecdote sur le D7, mais j'en ai pas, ça tombe mal. Malin. Je crois que ça doit être hop, sur Discord, je l'ai mis de côté. Toc. On va essayer de l'incruster. Voilà, ça doit être ici. Toc, bah voilà. Comme ça, hop, on va le voir. Le programme. Alors, le programme. La semaine prochaine, alors ça va être une émission un petit peu originale, qui va changer d'habitude. Vous savez, dans la zone aéro, on aime bien parcourir plein de domaines. Et la semaine prochaine, alors vous allez dire, ça n'a rien à voir. Oui, on va parler musique. Mais pas n'importe quelle musique, puisque c'est Nicolas Ortega, qui est musicien professionnel, arrangeur, etc. Et il va venir nous faire une petite rétrospective des musiques dans les films d'aviation. Et il va venir... sympa, ça. Ouais, ça devrait être plutôt cool. Ça fait longtemps Donc, qu'on n'a pas fait une émission sur le cinéma, l'aviation, tout ça. là. Ouais, bah c'est pour ça que tu vois, là, normalement, ça devrait être pas mal. C'est donc la semaine prochaine, Nicolas Ortega, le studio de Moz, qui est aussi sur Twitch, qui viendra nous décrypter ces musiques d'air et de l'espace. Alors évidemment, je pense qu'il y aura Top Gun, il y aura toutes ces choses-là, et il va Après, même les réorchestrer. Après, il n'y a pas seulement que des films d'aviation, il y a des films où tu as des belles scènes d'aviation avec des belles musiques dessus, comme L'Empire du Soleil de Spielberg. Bah, il va y avoir, je pense que j'aurai la liste dans la semaine, et on va décrypter ça. Out of Africa. Out of Africa, c'est magnifique aussi. Le patient anglais. Le patient anglais. Out of Africa, ça m'a donné envie de travailler Il va là-bas. regarder quoi, l'émission mais, la semaine prochaine. Probablement. En plus, Nico, très très fort. Hein. Il casse des trucs avec des instrus, il dit tiens, on pourrait faire ça. C'est incroyable. Je vous conseille d'être là la semaine prochaine pour voir un petit peu le travail de Nico. Hein. Bon, bah, je lui demanderai, parce que j'ai écrit un film d'aviation, donc je lui demanderai de faire la musique. Ah ben voilà, ça sera la question à lui poser. Et puis enfin, la dernière émission avant Noël, dernière émission de 2025, ça sera Philippe Delhomme. Peut-être que tu connais. Absolument. Bah voilà, Philippe Delhomme, ancien pilote de chasse. Je crois qu'il a piloté quasiment tous les Falcons qui existent. Enfin, pas loin. Donc, on parlera avec lui de sa carrière, de son parcours, comment est-ce qu'on passe de la chasse à l'aviation d'affaires, aux essais, etc. Même peut-être le F-16 Falcon. Ah, peut-être. On faudra lui demander, on sait jamais. Le 17 décembre à 20h30. Voilà. C'est donc le programme de la zone aéro qui vous est proposé pour ces 2 derniers mercredis avant Noël, avant une pause bien méritée. Et on redémarrera évidemment au mois de janvier. Avec déjà des invités qui sont prévus. On vous tiendra au courant d'ici la fin du mois avec tout ce beau programme. Voilà. Merci David. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Merci. Merci. Et puis à bientôt sur les ondes bah, et dans bah les ouais. airs. Au Voilà. plaisir de se revoir pour parler encore de Pour l'avancée du voir un projet. peu On va où ça en suivre est, ça. quoi. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Merci Nico. Aussi. Hein. Bah, de rien, j'ai vu de la lumière, je suis venu. Reste avec nous puisque dans un instant on va faire un raid sur une chaîne, hein, vous le savez. Restez connectés le temps du générique et comme ça vous envoyez des icônes sur la chaîne sur laquelle on arrive. Je rappelle que cette émission va être dans quelques instants en replay. Vous pourrez la revoir tout de suite pour les abonnés. Et puis pour YouTube, c'est dans 14 jours. Vous pouvez évidemment vous abonner, relayer, suivre les vidéos, les commenter. N'hésitez pas à le faire, ça fait remonter aussi les vidéos dans les algorithmes. Vous avez tous les réseaux sociaux qui viennent d'être publiés. Facebook, Instagram, TikTok, partout où là vous pouvez trouver les programmes. Vous avez les podcasts aussi de la zone aéro, donc les émissions en version audio, la boutique, le Discord que vous avez vu tout à l'heure, et puis les pages Patreon pour le soutien de ces émissions qui existent grâce à vous et pour vous. Voilà, Fly Safe pour ceux qui volent. Avec Merci tout monsieur. ça, même si en Nouvelle-Guinée, vous n'arrivez pas à regarder l'émission, c'est de Ah votre bah faute. non, hein. là vous avez tout. Sérieux. Voilà. Hein, Vous mais avez la tout. Papouasie, si vous n'arrivez pas à voir l'émission, Aucune excuse. c'est votre faute. Hein. Restez avec nous le temps du générique et on se donne rendez-vous mercredi, donc pas ce mercredi-là, mais l'autre d'après, avec notre ami Moz pour l'émission musicale. Bonne soirée, Fly Safe pour ceux qui volent, à très bientôt. Ciao. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe.
La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission.